Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Comme chaque semaine, je vous propose 4 nouveautés que vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder. Je vous fais donc gagner du temps cette semaine sur la saison 2 d'American Gods avec ma critique sur les 3 premiers épisodes et mes inquiétudes sur ce début de saison. Le retour de The OA, 3 ans après la fin de saison qui nous avait laissé dans l'interrogation. J'ajoute 2 jeux vidéo avec d'abord un Anthem un peu tristounet même si les promesses étaient au rendez-vous et un Devil May Cry 5 qui m'a fait découvrir l'univers de Dante et c'était avec un plaisir totalement assumé. C'est parti pour un nouvel épisode générique. L'avantage d'avoir déjà réalisé une ou plusieurs vidéos qui traitent d'une série, c'est que j'ai pas à vous faire une présentation complète avant de vous donner mon avis. Comment ça? Vous avez pas regardé ma vidéo? Vous connaissez pas encore American Gods? Vous ne savez pas que c'est l'adaptation en série d'un roman de Neil Gaiman, que c'est dans la ligne directe de sa BD extrêmement connue The Sandman qui date de 89? Si vous savez pas tout ça, vous savez donc pas que le départ de l'histoire est la sortie de prison de Ombre qui apprend la mort de sa femme dans un accident de voiture avec son meilleur ami. Je vous dirai donc pas ce qu'ils étaient en train de faire au moment de l'accident. Il se fait ensuite embaucher dans l'avion du retour par un étrange vieil homme qui se fait surnommer Voyageur. Ils débutent ensemble un long voyage en voiture le long des routes des États-Unis où Ombre découvre que son patron est tout simplement le dieu Odin qui part à la recherche de tous les anciens dieux pour débuter une guerre contre les dieux de la Nouvelle-Amérique, à savoir la voiture, internet, la télévision et les médias en général. Bien évidemment, vous n'avez donc pas suivi mes infos sur la production plus que chaotique de cette saison de l'année dernière. La première chose, c'est que Bryan Fuller et Michael Green, les showrunners, ont quitté la série à cause de problèmes de pognon et de divergences artistiques et ils ont été remplacés par Jesse Alexander qui avait travaillé sur la série Heroes il y a quelques années de ça. Deuxième point noir dans la production, Neil Gaiman lui-même s'est visiblement écarté du projet à cause de la mise en chantier de la série Good Omens qui est aussi une adaptation d'une de ses œuvres. Résultat de tout ça, certains acteurs phares comme Gillian Anderson ou Christine Chenoweth ont été remplacés parce qu'elles étaient trop proches de Fuller. Il n'y a encore que 3 épisodes qui ont été diffusés sur Starz et sur Amazon Prime, mais on peut déjà entrevoir un certain nombre de changements qui nous donnent une petite idée de ce à quoi on va avoir droit dans cette saison 2. Je ne m'attarde pas sur le premier épisode, il ne sert qu'à mettre en place les camps dans cette guerre à venir entre d'un côté la team ancien dieu menée par Odin ou Voyageur et de l'autre la team nouveau dieu menée par Mr. World. Cet épisode est une sorte de catalogue de ce qu'on va retrouver dans les épisodes qui suivent. En gros, on va juste assister à une suite bien sage et logique de ce qui nous a été proposé dans la saison 1. Le schéma est le même, Odin essaye de rassembler les troupes pour lancer son assaut hypothétique contre les jeunes cons qui sont les dieux de la nouvelle technologie. On rencontre des dieux qui chipotent pour le principe avant de se lancer dans la guerre comme les autres avant eux et Odin garde bien sûr la dose syndicale de mystère dans les réponses qu'il donne à toutes les interrogations de Shadow. On ajoute en fin d'épisode un bon petit retournement de situation des familles et hop, on peut continuer. Et quand je dis on peut continuer, c'est pas à moitié. On reprend les mêmes et on recommence. La petite touche d'originalité de cet épisode est le flashback centré sur le personnage de Shadow qui ne nous apprend absolument rien sur qui il est, d'où il vient ou ce qu'il représente vraiment. On sait qu'il a une mère, on sait qu'il est arrivé aux États-Unis et qu'il a un peu souffert. Ok, pour le reste de l'épisode, on continue avec des réunions pour finaliser l'alliance d'Odin et comme dans la saison 1, un road trip entre Matt Sweeney et Laura Moon qui passent leur temps à se lamenter sur leur sort et les malheurs qui peuvent leur arriver depuis que leurs chemins se sont croisés. Petite touche de nouveauté, en plus du langage très familier, on ajoute maintenant quelques petites touches d'ironie ou de comédie à la sauce Marvel pour détendre l'atmosphère de temps en temps. La fin d'épisode est un feu d'artifice de violence et de pyrotechnie à la Michael Bay histoire de nous réveiller un petit peu. Je me demande même si Jesse Alexander n'a pas été à l'école de Walking Dead où on apprend sagement à réaliser un épisode en 3 temps, début tendu, 3 quarts dans le ventre mou et cliffhanger dans les 3 dernières minutes. Le 3e épisode nous relance dans le road trip mais rebat complètement les cartes. Shadow poursuit sa quête initiatique et quelques petits détails sont lancés sur qui il pourrait être finalement. De son côté, Odin persiste et signe dans sa campagne de diplomatie avec finalement l'acquisition d'un élément essentiel dans le conflit à venir et un règlement de compte avec un vieil ami un peu trop voyeur pour pouvoir espérer devenir un acteur principal de l'aventure. Le point bonus de l'épisode est accordé à Kyun Kim qui remplace Gillian Anderson avec fraîcheur et panache et Bruce Langley qui mérite sa volée de claques dans son rôle insupportable de Technical Boy. J'attendais de cette saison 2 des réponses, des rebondissements, des révélations, un vrai conflit et pas des préparatifs de guerre interminables avec les uns et les autres qui pleurnichent sur la tristesse de leur existence. J'attendais du nouveau showrunner une patte graphique différente de ce que nous avait proposé Fuller tout en essayant de rester au même niveau d'exigence et au final j'ai eu droit jusqu'à présent à une saison 1.5 avec la même identité graphique, les mêmes préparatifs interminables pour une guerre qui s'annonce un peu trop et qui se lance pas vraiment. Jesse Alexander souffre du syndrome du successeur d'Alexandre le Grand, personne se souvient de lui parce que son prédécesseur a mis la barre trop haut et qu'il reprend un projet en essayant de garder la barre sans trop changer de cap. Vous imaginez le résultat, une série de conflits pour se disputer les restes du trésor? Je ne souhaite pas un futur aussi triste à American Gods mais vu comme c'est parti, je crains de longs moments de déprime dans les semaines à venir.
The OA était une série d'une autre planète en 2016 sur Netflix. Un mélange de poésie, de torture mentale, de torture physique, mais par contre quelques faiblesses en faisaient une série agréable à regarder mais pas complètement aboutie dans le message qu'elle voulait passer. En fait à l'époque je ne pense pas vraiment que beaucoup avaient clairement compris le message qui ressortait de cette fin ouverte sous forme de questions sur des mondes parallèles ou sur un simple délire psychanalytique de cette prairie toujours un peu étrange. La saison 2 de The OA a au moins le mérite d'éclaircir rapidement les débats. On sait qu'on se trouve face à une série de science-fiction où cohabitent dimensions parallèles, anges voyageurs et flore métaphysique faisant le lien entre les esprits et les mondes avec une logique jamais vraiment bien évidente. Je vais essayer de spoiler un minimum mais je vous avoue que je vais quand même devoir dévoiler un ou deux détails pour exposer mon avis sur cette série qui est totalement clivante. Soit on adore, soit on est littéralement hermétique à cet univers qui peut sembler partir dans tous les sens mais qui garde quand même une certaine ligne directrice pas toujours évidente mais toujours poétique. On retrouve donc dans cette nouvelle saison la bienveillante Prairie qui se retrouve dans son corps de Nina Azarova mais dans une autre réalité qui n'a que très peu de ressemblance avec la vie qu'elle avait pu connaître il y a 3 ans. En parallèle, perdue dans cet univers qu'elle a abandonné, on retrouve aussi le groupe qu'elle avait formé pour pouvoir voyager et qui est composé de personnages imparfaits mais qui se lancent quand même dans une quête spirituelle dans l'espoir de retrouver ce guide qui avait révolutionné leur monde avant de disparaître dans le chaos de cette fusillade. Les passages du clan de BBA ne sont pas vraiment essentiels et j'avoue que quelques minutes auraient pu être gagnées pour corriger les défauts maintenant inévitables des séries Netflix. 8 épisodes c'est encore trop, on peut au moins se libérer du temps d'un épisode pour gagner en rythme et oublier quelques scènes inutiles, même parfois un petit peu ennuyeuses. Bien sûr, on retrouve les personnages importants de la saison 1 avec la secte Prairie, le machiavélique App ou les compagnons d'infortune que sont Homer, Renata, Rachel ou Scott. S'ajoute à tous ces personnages celui de Karim, un détective privé lancé à la recherche d'une jeune fille disparue dans le cadre d'une application mystérieuse et existentielle. Les chemins de Karim et de Nina vont rapidement se croiser et un lien va se former entre eux car les deux questionnements vont s'entrechoquer autour d'une étrange bâtisse en plein milieu de San Francisco. Les pistes sont nombreuses et elles partent un peu dans tous les sens mais on comprend finalement la ligne directrice au fur et à mesure que Nina et Ao ne deviennent plus qu'un pour un final sous forme de mise en abîme qui annonce une 3e saison encore plus mystique. C'est difficile de passer après la curée qui a été lancée contre le titre de BioWare, mais l'éditeur m'a envoyé un code PC pour découvrir ce jeu et donc voici mon avis sur cette action RPG qui essaye de jouer dans la même cour que Destiny ou The Division. Tout d'abord évacuons la partie qui n'est significative pour personne et a priori c'était le cas des développeurs vu la densité et la qualité du scénario proposé. Le Bastion est une région magnifique créée par les Démiurges grâce à la manipulation de l'hymne de la création. Ces dieux ont abandonné le monde chaotique d'Anthem. L'humanité survit dans des villes fortifiées ou à la commande de javelins, sorte d'Iron Man suréquipé indispensable à la survie de la civilisation. Ces javelins permettent aux joueurs, membres des freelancers, de voler, combattre, nager ou explorer un monde magnifique mais toujours dangereux. La mission principale d'Anthem est d'empêcher le Dominion, conglomérat diabolique, de s'emparer de l'hymne de la création. Première étape après avoir passé le tutoriel inévitable, créer son javelin personnel. 4 catégories d'armure sont proposées avec en premier la tempête qui est un choix d'attaque avec la maîtrise des éléments mais une armure très légère. Le commando est un mix de toutes les autres catégories avec une balance totalement équilibrée entre attaque, défense, vitesse et pouvoir de destruction. Il est moyen en tout que ce soit en bien ou en mal. Le colosse ensuite est le tank capable d'encaisser des quantités impressionnantes de dommages et d'une efficacité sans comparaison possible au corps à corps. Pour finir, le tempête est l'option damage dealer avec tout ce que ça implique de vitesse de déplacement, d'agilité, de puissance de frappe mais aussi de faiblesse d'armure si par malheur vous vous retrouvez en pleine ligne de tir ennemi. Chaque javelin a son pouvoir ultime de destruction qui est toujours impressionnant. Après la création de javelin, on se retrouve dans les couloirs classiques des actions RPG à la Destiny. On équipe son armure, on la customise avec les équipements ramassés ou avec des modules de décoration achetés ou fabriqués. Je continue avec le point positif du jeu, le déplacement est un vrai plaisir. On saute, on s'envole, on esquive, on se jette sur les ennemis avec une facilité déconcertante. Ce point et les qualités graphiques du titre sont au rendez-vous par rapport aux promesses qui nous avaient été faites. Le souci c'est qu'une fois la phase du waouh passée, on tombe dans un système de jeu d'une pauvreté hallucinante. Les 3/4 des missions qui vont nous être proposées vont être de se rendre au point indiqué pour actionner un élément interactif comme un interrupteur, une batterie à remplacer ou autre. Repousser des vagues d'ennemis successives et finalement essayer de rester en vie sans aucun rebondissement. Un peu comme si on se retrouvait dans une zone fermée qui ne s'ouvre que quand tous les ennemis ont été éliminés. Après, c'est un peu le principe du RPG en général aujourd'hui, donc vous me direz qu'est-ce qu'il y a de choquant? Pas grand chose si on n'ajoutait pas à tout ça un armement sans grande diversité, si ce n'est les modifications esthétiques qu'on peut apporter aux armes, ou encore une série de temps de chargement qui laisse assez de temps pour aller prendre un café, regarder une vidéo YouTube ou éventuellement même lancer un épisode de Netflix dans certains cas. Anthem aurait pu être génial s'il n'avait pas été bâclé par les développeurs et gâché par ses défauts qui deviennent rapidement rébarbatifs, même pour des joueurs pleins d'espoir ou de bonnes intentions comme moi. Les patchs ont amélioré un tantinet les choses, mais c'est pas encore assez, et je suis pas persuadé que le faible succès commercial du titre pousse les équipes de BioWare ou d'Electronic Arts à se lancer dans une refonte totale dans un futur proche.
Je vais tout vous avouer, je suis un petit nouveau dans l'univers Devil May Cry. Je m'étais jamais frotté à cet univers qui paraissait un peu trop old school et avec trop de répliques façon film d'action japonais où le héros se croit obligé de balancer un Bring It On à chaque nouvel ennemi qui arrive à l'écran. Par contre, je vous l'avoue, Dante a la classe et le mix fusil à pompe épée à deux mains en impose quand même pas mal. Je me suis donc lancé dans l'aventure tout en restant bien sur le chemin tracé par Capcom pour les petits nouveaux comme moi dans un bon tutoriel des familles. On débute avec un héros surmotivé qui va donc nous lancer dans les rues de Redgrave qui sont infestées par un arbre gigantesque armé de pics acérés qui sortent de partout. On découvre les premiers combats qui incitent rapidement à enchaîner les combos plein de classes en essayant ses bras mécaniques, les Devil Breakers qu'on peut équiper pour placer un coup de poing réaction ou une volée de coups de fouet à la horde d'ennemis qui vient d'apparaître. Après avoir découvert le jeu avec ce Nero insupportable vantard aux cheveux argentés, on peut découvrir les deux autres personnages et je vais commencer par le petit nouveau de l'équipe, Vi. Je lui ai personnellement trouvé une petite ressemblance avec Kylo Ren dans les épisodes maudits de Star Wars. Si vous ajoutez à ça qu'il est en sandales dans un univers infesté par des nuées de l'enfer, alors vous avez une petite idée de la classe de ce personnage qui est pourtant censé être le mec posé et sage de la bande. Par contre à jouer, Vi a été pour moi un vrai plaisir. Je suis fan des personnages qui sont accompagnés de pets et Vi en a deux qui sont d'une classe à tomber par terre. Le premier est une panthère qui attaque au corps à corps et le second un griffon qui fait des dégâts à distance et ils peuvent être lancés tous les deux simultanément histoire d'occuper un peu les ennemis à l'écran. Ajoutez à ça un golem tout puissant sur lequel on peut monter et qui arrive une fois la jauge de Devil Trigger remplie et vous avez une idée du panel de ce personnage qui ne paye pas de mine mais qui représente un vrai moment de bonheur manette en main. On termine par Dante qui est le porte-drapeau de la licence et qui revient une nouvelle fois avec tout son arsenal qui s'étoffe au fur et à mesure de l'aventure et des armes qu'on peut progressivement débloquer. Au final, l'arsenal de Dante arrive quand même à ridiculiser celui de ses camarades. Des bazookas, un chapeau de cow-boy multifonction, des gants de mêlée, des épées, une moto, des pistolets, un fusil de chasse et un bâton qui sert accessoirement de nunchaku, le tout accompagné de 4 styles propres qui élargissent encore un peu plus le panel de ses capacités. On ne sait pas vraiment par où commencer et surtout comment organiser tout ce bordel, j'ai donc trouvé Dante un peu trop complexe à maîtriser à 100%, mais c'est l'arme des anciens donc je reste à ma place et reste donc avec plaisir sur Vi qui est devenu mon nouveau pote à l'écran. Après, à l'énumération de tous ses coups spéciaux et toutes ces armes de destruction massive, on comprend vite que les ennemis vont être nombreux et ils le sont, c'est peu de le dire. À chaque découverte d'une nouvelle créature bien dégueulasse, on a droit à sa présentation avec un titre punchy à l'écran et un freeze sur sa face toujours plus affreuse que celle du précédent. La difficulté n'est pas dans la puissance des créatures ou la difficulté des scènes de combat provisoirement fermées jusqu'à élimination de tous les ennemis à l'écran, non, le challenge est de réussir le combo qui nous attribuera la note triple S qui est le maximum qui puisse être atteint. Devil May Cry 5 est bien un beat'em all et on prend donc plaisir à enchaîner les combos sur ces pauvres créatures qui sont envoyées là pour permettre à Nero, Vi ou Dante de démontrer leur capacité de destruction avec classe et charisme. Devil May Cry 5 est un bon défouloir, il est beau, il a toujours la pêche et les créatures qu'on affronte sont tellement ignobles qu'on prend un plaisir complètement assumé de défoncer du démon à la volée. Je suppose que vous savez comment se termine une vidéo YouTube, abonnement, partage et la cloche, sinon pour le reste, on approche des 10 000 abonnés et je pense qu'à ce rythme, ça risque de coïncider avec le retour de Game of Thrones. Je vous prépare pour l'occasion un nouveau format de vidéo et j'essaierai d'augmenter le rythme de publication. Pour les vidéos à venir, je sais pas encore dans quel ordre ça va sortir, mais vous aurez très rapidement un retour sur la saison 2 de Sabrina, de Killing Eve, de Barry et je vais essayer de vous préparer quelque chose sur la nouvelle série Canal+, Fausse Verdon. Et côté jeux vidéo, le prochain test sera celui de Sekiro. Merci encore de votre fidélité, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.